Alors je remercie notre invité, Monsieur Olivier Faure, qui a accepté de nous parler. D'ailleurs, je vous remercie à deux titres. D'abord parce que vous avez accepté très rapidement, et ça c'est vraiment un grand plaisir. Et puis aussi pour une autre chose, c'est pour vos qualités d'homme politique. En particulier, ce qui me frappe quand je vous entends à la radio, c'est la rigueur quand vous parlez et la précision dans le développement de votre pensée. Je veux dire que vous annoncez où vous allez et après tout le discours consiste à argumenter et ça c'est précieux parce que il y a tellement d'hommes politiques pour qui le discours est de la phraséologie finalement que ça dénote. Alors je donne un petit CV. Vous êtes fils d'un inspecteur des impôts et d'une mère infirmière. Vous avez cette phrase que vous avez écrite dans votre blog. C'est à mes parents et à cette école de la République, trop souvent décriée, que je dois pour une large part ce que je suis devenu. Et c'est vrai que les parents, l'école, c'est vraiment le fondement. Et puis une autre phrase que vous avez écrite aussi, je sais ce que la réussite doit à l'effort, à la persévérance et à la volonté. Et ça, vraiment, c'est trois valeurs très importantes. Alors, votre vie professionnelle, vous avez été collaborateur du président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, un des dirigeants d'une PME de haute technologie d'une centaine de salariés, société détenue majoritairement par ses salariés. En 1997, conseiller de Martine Aubry au ministère de l'Emploi, jusqu'à son départ pour Lille en 2000. Au départ de Martine Aubry du gouvernement, François Hollande vous appelle pour être directeur adjoint de son cabinet. En 2007, sous la présidence de Jean-Marc Ayrault, vous êtes secrétaire général du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. En 2012, lorsque Jean-Marc Ayrault est devenu Premier ministre, nommé conseiller spécial, fonction occupée un mois avant de devenir député. En 2018, vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste, vous êtes député de Seine-et-Marne. Depuis, vous avez engagé la renaissance du Parti socialiste autour de trois principes. Premièrement, l'inventaire des réussites et des échecs. Deuxièmement, la réinvention d'un projet de gauche en alliant la question sociale, l'impératif écologique et l'approfondissement démocratique. Et troisièmement, la création d'un bloc social écologique. Vous êtes cofondateur de la coalition NUPES, née lors des élections législatives de juin 2022. Alors, nous allons parler politique, et je précise avec un homme politique, parce qu'ici on invite surtout des universitaires en général. Mais là, nous voulons écouter un homme politique nous parler, alors, du politique, de la politique, de l'action politique. Alors, j'ai proposé comme titre, j'ai écrit éthique et politique, mais ça c'est juste un point, comme on en a parlé, c'est juste un point de départ, mais après, vous nous exposez les points qui vous semblent les plus importants pour vous, et développer des thèmes que vous voulez comme les plus importants. Alors, comme je vous ai dit, le nom de notre académie, dans le nom de notre académie, il y a catholique, ça veut dire que nous tâchons de penser oui, par exemple, mais nous tâchons de penser en cohérence avec les textes évangéliques, d'une part, et deuxièmement, nous nous rattachons à une ligne philosophique et théologique avec des noms comme Jacques Maritain, Maurice Blondel, Emmanuel Mounier, Jacques Ellul, Yvan Illich, etc. Voilà la ligne dans laquelle nous réfléchissons. Alors déjà, on peut commencer par rappeler la définition de la politique qu'en donne Aristote. La cité est une communauté, elle n'est pas un agglomérat de personnes qui pensent chacun dans leur coin, ni un archipel, ça c'est pour prendre un terme qui est très à la mode en ce moment. La cité est une communauté, et non un agglomérat ou un archipel, et elle a pour but la recherche du bien
et en particulier du bien commun. Et cette notion de bien commun a été travaillée depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui, où elle prend d'ailleurs de l'ampleur en ce moment. Et ceci est expliqué dans les deux ouvrages majeurs d'Aristote, la politique et l'éthique à Nicomaque. Voici la définition qu'il en donne. Le bien commun est la liberté pour chaque individu d'agir selon la raison. Alors je poserai bien la question, qu'en est-il aujourd'hui? Vous avez 45-50 minutes pour nous parler. Après, il y aura une deuxième partie que je présenterai à ce moment-là. Merci beaucoup. Je suis en réalité ravi d'être parmi vous et de pouvoir échanger avec vous, parce que d'abord ça me change des réunions plus classiques, des meetings, et moi ce que je cherche dans la vie politique, c'est l'interaction avec le plus grand nombre, avec des gens auxquels je peux me confronter, me heurter parfois, mais avancer, progresser, et je n'ai pas le sentiment d'avoir découvert la pierre philosophale, donc chaque rencontre est une occasion d'avancer et de progresser, et pour moi c'est extrêmement important. Bon, vous avez introduit sur le thème de l'éthique et de la politique, je vais commencer par là, et puis après on digressera. Chacun ici sait bien que éthique et politique c'est un sujet, un vieux sujet. Il y a des profs de philo dans la salle, donc je vais les laisser revenir tout à l'heure sur toutes celles et ceux qui ont déjà largement contribué à notre édification commune sur ces deux sujets, mais venir en quelques points et les illustrer par l'actualité récente. Essayer de montrer la difficulté, justement, à cesser cette interaction entre la morale et la politique, qui ne font pas toujours bon ménage, qui n'ont pas toujours à faire ménage, et donc, plutôt que de les opposer, essayer de trouver les points d'intersection entre les deux. Prendre des exemples très concrets dans l'actualité récente. Le premier que je voudrais évoquer avec vous très rapidement, c'est celui de la bombe atomique. Le chef de l'État a, il y a quelques jours, été interrogé sur le fait de savoir s'il utiliserait l'arme nucléaire si, le cas échéant, elle était employée par Vladimir Poutine comme élément de riposte pour sauvegarder les intérêts des Européens et donc créer une dissuasion par rapport à l'autocrate qu'est Vladimir Poutine. Le président de la République a répondu, peut-être un peu rapidement, qu'il n'était pas question pour lui de l'utiliser et qu'il préparait plutôt une riposte d'ordre classique. Eh bien, ceux qui parlent au nom de la morale trouveront la matière à s'en satisfaire. Quelle justification donner au fait qu'un président français puisse appuyer sur le bouton et envoyer une bombe sur Moscou, par exemple, alors même que la plupart des moscovites ne sont pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Donc la morale peut être satisfaite, mais la politique beaucoup moins, parce que la réalité de la dissuasion, c'est qu'elle repose sur le fait de ne pas savoir précisément à quel moment nous serons en mesure d'employer le bouton et la riposte d'ordre nucléaire. Et donc là, on voit bien que l'intersection est compliquée, parce que la morale et politique s'opposent. Mais dans l'actualité, je veux prendre d'autres exemples où l'intersection est plus compliquée à saisir. Vous avez tous été abreuvés pendant des semaines du cas d'Adrien Quatennens, qui a reconnu avoir giflé son épouse il y a 1 an, et donc la question se pose de savoir, au fond, que fait-on d'un élu qui a reconnu des faits de violence sur sa propre épouse? Ben, là, c'est là où on rentre dans des difficultés très intenses. En fait, que fait-on? Que dit le droit? Que dit la morale? Que disent les partis politiques? On a normalement, un principe qui est assez simple, c'est que ce n'est pas aux partis politiques de définir les sanctions par rapport à des manquements à ce qui constitue la morale commune. C'est le juge qui doit dire. Et il est vraisemblable que quand le juge se prononcera, il dira qu'il appelle le couple ou l'ex-couple Quatennens soit à chercher à se retrouver, soit à assumer un divorce, et
pour l'époux Quatennens d'aller vraisemblablement se confronter à sa propre violence par un stage, par je ne sais quel procédé. En tout cas, il sera certainement conduit à l'issue de ce jugement de divorce, il sera conduit à certainement à une forme d'introspection. Mais la question qui restera posée aux partis politiques, en l'occurrence à la France Insoumise, c'est de savoir s'ils peuvent accueillir dans leur rang un homme qui a reconnu avoir frappé sa femme dans un parti qui prône l'exemplarité des élus. Là, on a une intersection qui est très compliquée à saisir. En fait, que font les partis? Que doivent-ils faire? Moi, j'avais plaidé dans un premier temps simplement le fait que l'élu Quatennens se retire de toute fonction exécutive, qu'il ne puisse plus parler au nom d'un collectif, et laisser ensuite la justice agir. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je n'en sais rien. Au fond, il y a certainement des tas de visions de cette question, et je vois bien que le débat s'est enflammé et que chacun y est venu avec sa propre réponse. Mais on voit bien que là, l'éthique vient percuter la dimension politique, à juste raison. Encore faut-il maintenant trouver l'endroit où on place le curseur. Quand les principes sont parfois assez difficiles à saisir aussi. En fait, on a des principes qui nous conduisent sur un plan moral. Et après, comment est-ce qu'on les applique? Comment est-ce qu'on fait pour les mettre en œuvre? Je prends un autre exemple dans l'actualité. On est tous aujourd'hui sidérés par la violence qui s'abat contre les femmes, notamment les femmes, plus seulement les femmes, mais d'abord les femmes en Iran, qui refusent de porter ce foulard qui est obligatoire. Et en France, nous, la gauche, nous défendons un principe qui est celui de la laïcité, qui garantit au contraire le fait que les femmes puissent porter ce foulard. Comment est-ce qu'on arrive à apparaître comme aussi contradictoire dans l'application d'un principe qu'on applique de manière très différente d'un endroit à l'autre? Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui diront que c'est le caractère obligatoire qui pose problème, et en réalité, ça va plus loin pour nous. Je parle pour nous, socialistes, qui sommes aussi féministes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à articuler ces différents principes? Moi, je les articule de la façon suivante. Je dis que je me bats pour la liberté des femmes en Iran. Je me bats aussi pour que les femmes soient libres en France, libres de porter ou de ne pas porter. Et je veux me faire, ici je peux le dire, je peux me faire l'apôtre de la laïcité, même si ça peut paraître un peu oxymorique. Mais je le fais au nom d'un principe qui est celui de la laïcité, non pas au nom du principe du féminisme qui me conduit à dire, à répéter que la question posée par ce foulard reste une question compliquée, parce qu'elle est le symbole, malgré tout, d'une soumission des femmes aux hommes. Elle dirait peut-être une soumission à Dieu. Moi, je crois que c'est surtout la volonté de continuer à dire que le corps des femmes est un problème parce qu'il est une tentation pour les hommes. Et nous avons, nous, depuis longtemps maintenant, dépassé ce stade. Et c'est pour nous une régression que de voir en fait le foulard présenté comme une liberté, là où nous pensons qu'il est au contraire une façon d'enfermer les femmes dans un statut et de les priver de la liberté totale que les hommes connaissent, qui est celle de disposer de leur corps très librement. Donc là, on voit bien, en fait, on est encore à l'intersection de sujets compliqués et qui nous amènent à prendre des positions qui sont parfois très complexes et pas toujours comprises. Et la laïcité est très précisément un principe à partir duquel, en fait, la question de la morale religieuse et de la politique et de la capacité à vivre ensemble, quelles que soient nos convictions. Et donc le principe de laïcité est venu
se poser là, justement, pour tenter de résoudre cette question de plus en plus compliquée, de se faire vivre des gens qui ont des morales différentes, mais qui ont besoin de continuer à vivre ensemble. Alors, c'est là, enfin, je finis de répondre à vos questions, puis après je vais passer à un exposé plus libre. Mais vous avez ensuite interrogé sur la question du bien commun. C'est un excellent sujet et qui peut être justement, là aussi, à l'intersection entre morale et politique. Moi, je ne sais pas très bien définir le bien commun. Mais je m'efforce de définir avec d'autres, avec celles et ceux qui me suivent, de définir ce que pourrait être la défense des biens communs, ce qui est plus facile. Les biens communs, c'est l'eau et l'air, par exemple. L'eau que l'on voit, l'eau qui permet d'irriguer, l'eau qui permet d'arroser, l'eau qui permet de vivre tout simplement, et l'air que l'on respire, la pollution, etc. Ce sont des biens communs qui ne peuvent pas être privatisés, qui doivent rester à la disposition de tous parce qu'ils sont des éléments vitaux pour chacun de nos concitoyens. Et puis il y a des biens communs qui sont plus difficiles à définir, mais qu'il faut pour autant définir. Par exemple, la santé est un bien commun. L'accès à la santé est un bien commun. Donc il doit être défendu de la même façon que l'on défend le bien commun qui est l'éducation. L'éducation est un bien commun parce qu'il permet à chacun de s'émanciper de sa propre condition. Il est le lieu dans lequel chacun a la possibilité, à un moment, de devenir lui-même. On a bien sûr, chacun, tout à l'heure vous avez dit que j'étais le produit de mon éducation et de l'école. J'ai été construit par mes parents, en partie déconstruit par l'école, puis reconstruit par moi-même. En fait, on devient soi-même à partir du moment où on pense ce que l'on pense, non pas parce que ça nous a été inculqué, mais parce que c'est ce qu'on a choisi de penser. Et c'est ça, pour moi, la liberté que l'on doit offrir à chacun de nos concitoyens. Et la liberté est aussi un bien commun. La liberté comme bien commun, elle est aujourd'hui menacée parce que nous sommes prisonniers des algorithmes, par exemple. Et donc il y a des sujets qui sont devant nous maintenant et qui sont des sujets gigantesques avec cette transition numérique, ou le syndrome Netflix, le syndrome Facebook, où vous avez en fait des algorithmes qui vous enferment dans une communauté qui pense comme vous, et vous pouvez finalement finir par penser que le monde est à votre image parce que ce qu'on vous propose, c'est en permanence en fait des amis qui pensent comme vous, ou des films qui correspondent à ce que vous avez déjà évoqué comme goût, et donc qui vous enferment dans une espèce de bulle de laquelle vous ne sortez plus jamais. Et votre liberté, c'est au contraire d'être confronté à d'autres, de pouvoir les entendre, de pouvoir éventuellement vous-même évoluer, et de pouvoir aussi, par la confrontation, faire évoluer d'autres que vous. Voilà, donc quelques éléments que je jette en vrac dans la discussion, qui est juste une introduction, parce qu'en réalité, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est d'avoir aussi votre point de vue, qu'on puisse échanger. Je pourrais parler des heures sur ce que peut être du coup l'engagement par rapport à ces biens communs, comment est-ce qu'on y vient, comment est-ce que aujourd'hui on assure aussi une forme d'équité. On vit dans un monde qui est de plus en plus inéquitable, dans un monde qui est de plus en plus inégalitaire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour combattre les injustices? Et la justice est aussi un bien commun. Parce que la cohésion de notre société, c'est aussi la façon dont elle assure, au fur et à mesure, la coexistence. Et la coexistence n'est possible que par la cohésion. S'il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus rien de possible. Je pourrais vous dire aussi que nous sommes dans une phase critique de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, avec devant nous ce défi immense qui est l'anthropocène, donc la destruction progressive par l'homme, et par l'homme exclusivement, par son activité, de la planète, ou plus exactement, de la capacité des êtres humains à vivre dans une planète qui soit accueillante. La planète, elle s'en tire toujours. À Tchernobyl, les arbres ont repoussé, les animaux ont peut-être 3 têtes, mais enfin, ils sont revenus.
Et ce qui disparaît, c'est la capacité de l'être humain à vivre dans ces lieux-là. Donc comment est-ce qu'on fait face à un défi aussi important que celui-là, où on nous parle de la 6e extinction de masse, qui est, quand j'interroge les savants du GIEC, qui me disent que c'est l'équivalent de la disparition des dinosaures. Donc comment est-ce qu'on fait pour que la biodiversité ne soit pas totalement affaiblie? Comment est-ce qu'on fait pour que dans les 10 ou 15 ou 20 ans qui viennent, on soit en mesure de relever ce défi? Défi qui va imposer de nouveaux modèles de développement, de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modes de vie. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à cette exigence? Est-ce qu'on ne fait rien et on laissera aux générations ultérieures le soin d'essayer de régler ce que nous n'avons pas réglé nous-mêmes? Ou est-ce qu'on prend le taureau par les cornes? Et est-ce que, dans ces cas-là, on en vient à des solutions qui sont des solutions de bascule, en fait, de rupture avec l'existant pour changer tout simplement et permettre à ceux qui nous survivront de vivre dans de bonnes conditions. Si on ne le fait pas, on sait ce qui va se passer. Je viens d'évoquer la biodiversité qui va être détruite, mais des conséquences en cascade. Dépêchez-vous d'aller au Vietnam, découvrir le delta du Mékong. Dans 20 ans, il n'y aura plus de delta du Mékong. Allez vite au Bangladesh. Vous avez vu cet été, ils sont 50 millions à s'être déplacés parce qu'il y a une partie du Bangladesh qui va finir inondée et où on ne pourra plus rien faire. Il y a un paquet d'îles dans le monde dans lesquelles vous ne pourrez plus vous rendre en villégiature parce qu'elles n'existeront plus. Il y a des côtes qui vont disparaître. Et puis il y a tout simplement le désert qui va avancer et des guerres qui vont opposer des gens qui auront besoin, eux, de bouger parce qu'ils ne pourront plus nourrir leur bétail, parce qu'ils ne pourront plus se nourrir eux-mêmes ni leurs enfants. Et comme depuis que le monde est monde, à chaque fois qu'il fait trop froid, trop chaud, on se déplace. Quand on se déplace, on vient forcément sur les plates-bandes de quelqu'un. Et donc, il est assez logique d'imaginer des conflits, des guerres climatiques, qui elles-mêmes provoqueront des mouvements de population, des mouvements migratoires très importants. Ce ne sera plus l'accueil d'un Aquarius tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Ce sera des dizaines et des dizaines de millions de femmes et d'hommes qui quitteront leur village, qui quitteront leur pays et qui chercheront un endroit où s'arrêter pour pouvoir continuer à vivre. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on dit que c'est pas grave ou est-ce qu'on dit on s'y met maintenant? Et si on dit on s'y met maintenant, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait que ça va coûter très très cher. Comment est-ce qu'on transforme une industrie? Comment est-ce qu'on fait pour que, quand on transforme une industrie, ce ne soit pas le salarié, l'ouvrier, le cadre qui soit la variable d'ajustement? Et donc comment est-ce qu'on fait pour que cette transition ne s'opère pas dans des conditions qui soient socialement inacceptables? Là, il y a un énorme défi devant nous. Et donc, si j'osais, je dirais qu'il faut prélever sur ceux qui peuvent, et je vais oser. J'ai présenté à l'Assemblée, avec mes camarades, une taxe sur les super-profits. Il ne s'agit pas de procéder par la jalousie ou par une forme de volonté de revanche sur ceux qui auraient réussi leur existence et qui seraient très riches. Je n'ai pas besoin de plus que ce que j'ai. J'ai une maison, j'ai suffisamment de revenus pour permettre à mes enfants de partir en vacances, de les nourrir très correctement, de les vêtir. Et je ne rêve ni de Jaguar, ni de Ferrari, ni de piscine, ni de je ne sais quoi, ni de jet. Donc je vis très bien. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas demander à des gens qui aujourd'hui ont tellement de mal à finir le mois, leur demander de financer aussi la transition écologique. Et donc comment est-ce qu'on fait si ce n'est d'aller prendre l'argent où il existe, de faire en sorte que ces gens qui accumulent ce qu'on a appelé les super profits soient les premiers à venir réparer une planète qu'ils ont eux-mêmes contribué très largement à dégrader. Personnellement, parce qu'ils ont des bilans carbone qui sont tellement supérieurs à ce que au commun des mortels, mais aussi ces entreprises. On parle de Total beaucoup en ce moment, et on a raison de le faire. Total, c'est une entreprise qui a exploité donc, pendant des décennies une énergie, en fait essentiellement le pétrole, le gaz, et qui l'a fait dans des conditions où on peut s'interroger sur
la manière dont on a exploité les matières premières de pays étrangers. On les a dévalisées, mais on peut s'interroger encore aujourd'hui sur la façon dont les choses se passent. Il y a aujourd'hui un projet qui part d'Ouganda, d'un pipeline géant qui va extraire donc la matière première en Ouganda, traverser toute l'Afrique de l'Est, et qui va produire des émissions de gaz à effet de serre pendant 25 ans, l'équivalent de 240 millions de tonnes par an. Voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on considère que ces entreprises qui contribuent à dévaster notre écosystème ne doivent rien à la collectivité, ou est-ce qu'au contraire, ils doivent quelque chose à la collectivité et doivent être au premier rang de ceux qui financent cette transition écologique? Moi, je crois que elle est là la solution. Et quand on a des entreprises qui ont exigé, qui ont demandé l'effort collectif pendant la crise sanitaire, et pour lesquels nous avons mis, je dis nous parce que c'est l'État français qui l'a mis, et donc c'est l'argent de l'ensemble des Françaises et des Français qui a été mis sur la table, 240 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour sauver nos entreprises. C'était nécessaire de le faire, et je l'ai approuvé. Mais que ces mêmes entreprises, aujourd'hui, ne soient pas prêtes à redonner 20 milliards pour la collectivité, je m'insurge. Que le gouvernement, pardon de le dire comme ça, mais enfin, je ne suis que ce que je suis, donc un socialiste, que le gouvernement actuel refuse d'aller au-delà de 200 millions pour corriger ces inégalités, permettre aux plus vulnérables d'être accompagnés dans cette crise énergétique et d'engager la transition écologique, je m'indigne. Parce que je me dis, si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Et avec quel argent? Ils ont réalisé des profits de 174 milliards d'euros l'an passé. Une paille. Le précédent record était de 2007. En 2007, c'était 100 millions d'euros. Ils ont fait 74 milliards de plus l'an passé. Du coup, ils ont augmenté les revenus des actionnaires, leurs dividendes ont progressé de 33%. 33%. Qui a été augmenté? Retraités, salariés, bénéficiaires de minima. Aucun d'entre nous n'a été augmenté de 33% en un an. Personne. La moyenne mondiale était de 11%. Ils ont fait 33%. Les patrons du CAC 40 sont augmentés, pas seulement M. Pouyanné, l'ensemble des patrons du CAC 40 sont augmentés de 50% en un an. Alors évidemment, sous le contrôle de leurs actionnaires, très bien, mais enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose et un système qui fonctionne en vase clos, et qui a une forme de séparatisme, avec des gens de plus en plus riches qui vivent dans une bulle et qui considèrent qu'ils n'ont plus rien à devoir au reste de la société française. Et pour en revenir au sujet que vous avez introduit, là, il y a une question d'éthique, de morale, qui doit rejoindre la politique. Il faut qu'à un moment, en fait, chacun contribue à proportion de ce qu'il peut, et aussi de ce qu'il doit. Et donc, c'est ce que je défends, et c'est le sens profond de mon engagement. Si je me suis engagé dans la vie politique, c'est avec cette volonté de combattre l'injustice, parce que elle est partout, et qu'elle est une affaire qui ne s'arrêtera jamais. C'est le mythe de Sisyphe. Et comme Camus, moi j'imagine Sisyphe heureux, c'est-à-dire que je sais bien qu'à chaque fois qu'on ira corriger une injustice, il y en a une autre qui naîtra à côté et qu'il faudra reprendre ce caillou, qu'on remontera en haut de la colline, qui redescendra, et puis on repartira à l'assaut. Parce que il y a dans la nature humaine cette volonté d'être toujours le premier ou d'être plus que les autres. Et c'est à la fois un moteur, et c'est aussi comme ça que nous avons obtenu, en fait, que l'humanité a progressé, mais c'est aussi, c'est à la fois un moteur, et en même temps, ceux qui sont moteurs peuvent devenir dans un même temps des prédateurs. Et donc, il faut qu'on corrige, et c'est la vertu de la politique de corriger en permanence ce qui ne permet pas d'assurer la cohésion du groupe. Voilà, je ne veux pas être plus long, parce qu'en réalité, j'ai tellement envie de vous écouter, et puis de vous répondre, que je m'arrête là, et on y reviendra, je développerai après abondamment, autant que vous voudrez.
Merci. Donc c'est une conférence en forme d'invitation. Eh oui. Voilà. Alors, il y a une deuxième partie de la soirée qui est prévue, justement, pour donner la parole à l'auditoire et écouter vos réponses. Et cette partie va être animée par Jean-François Petit, qui est professeur de philosophie à la Cato. Dans la première partie de la soirée, nous avons eu Marc Deluzet qui était parmi nous, qui est le président national de l'Action catholique des milieux indépendants. Donc c'est aussi une façon de respecter les invités que de lui laisser la primeur des questions et des réactions s'il le souhaite. Oui, non, moi je trouvais très intéressant. Il y a, sur éthique et politique, la morale ne va pas forcément de pair, toujours, puisqu'il y a aussi des principes de réalité qui s'imposent. Ma question sur aujourd'hui le champ politique, j'ai le sentiment, bon, c'est normal que d'abord il y a beaucoup de clivages, hein, c'est-à-dire que en démocratie, en principe, on doit pouvoir être en désaccord et en accord sur certains points, en désaccord sur un autre avec un même groupe. Alors là, on a l'impression que si on est sur un point en accord avec un groupe, on doit l'être sur tout. Et puis si on est en désaccord avec un autre groupe, on l'est pratiquement sur tout. Et je trouve que donc il y a une dimension idéologique qui est très forte. Et ma réaction à une question, c'est comment, d'une certaine manière, la politique, à côté des principes, à côté des programmes, à côté d'une idéologie, c'est normal, de conviction, comment elle met ça en confrontation avec la vie des femmes et des hommes. Je vois sur le chômage, par exemple, on dit d'un côté on va réduire les indemnités parce que ceux qui finalement pourraient travailler ne travaillent pas et préfèrent vivre des indemnités pendant un certain temps. Bon. Quand on regarde concrètement, alors on trouve forcément des gens autour de soi qui sont des passagers clandestins, ça arrive. Mais en même temps, on sait très bien aussi qu'il y en a beaucoup qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas. Et donc, on discutait avant, tout à l'heure, en réunion précédente, sur les questions d'euthanasie. Alors, on peut dire, voilà, il faut abréger des souffrances. Et puis, on peut dire aussi que peut-être qu'il faudrait mettre davantage de moyens auprès des équipes de soignants, auprès des familles, auprès des malades, pour leur permettre de finir leur vie avec moins de souffrances. Pas forcément en abrégeant les souffrances, vous voyez. Et donc c'est bien à partir de ce que vivent les femmes et les hommes, me semble-t-il, que la politique doit se confronter d'une certaine manière. Bon, d'abord merci Marc de ces questions. Je ne sais pas si on dit vous ou tu, parce qu'on se connaît, donc en fait je vais dire tu. Ce que tu dis sur l'opposition qui existerait entre morale et politique. Tout à l'heure j'ai parlé d'intersection. Pourquoi j'ai parlé d'intersection? Parce qu'il y a une facilité, y compris chez les politiques, à dire en gros, il y a ce qui relève de la morale, et puis ce qui relève du principe de réalité, et donc au fond on peut s'affranchir assez facilement de la morale, puisque la politique c'est justement au-delà de la morale. Il arrive que ce soit au-delà de la morale, parce que quand on a appuyé sur le bouton, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure sur le bouton nucléaire, on est très loin de la morale. Rien ne justifie jamais, en réalité, qu'on appuie sur un bouton de cette nature, et même s'il y a des gens qui, enfin, s'il y a un dirigeant d'un pays étranger qui appuie, les populations qui sont sous sa domination sont autant victimes que nous le serons si nous recevons la bombe. Bon, donc c'est pas un problème. Là, il y a effectivement la morale, il n'y a pas pour grand-chose. En revanche, il ne faudrait pas non plus que les politiques s'affranchissent complètement de toute morale. Ce serait un peu trop simple que de dire, écoutez, notre domaine, c'est pas la morale, on laisse ça au curé, et nous, on va s'occuper en fait de la réalité. Parce que je vois bien cette distinction qui s'opère parfois, et dans une mauvaise compréhension de ce que disait Max Weber, on peut très bien s'opposer très vite. Il y a le principe de responsabilité qui n'est pas exactement le principe de, enfin, qui n'est pas la morale de conviction. Bon, donc moi je voudrais quand même répéter qu'il faut chercher à lier l'un à l'autre, même si parfois l'intersection nous amène à avoir plus de morale ou plus de politique, mais je ne veux pas opposer les deux sujets les uns aux autres.
Bon, ensuite, sur les questions posées, bon, la première sur la question du travail et la seconde sur l'euthanasie. Sur le travail, moi, je crois effectivement qu'on ne peut pas opposer les uns aux autres, que ça n'est pas... Enfin, si on part des réalités, comme tu nous y invites, et j'imagine que nombre d'entre vous, puisque je parle ici devant des catholiques investis, j'imagine certains d'entre vous qui ont participé aux activités du Secours catholique ou d'autres organisations du CCFD ou autres, j'imagine que vous avez cette connaissance intime de ce qu'est le milieu dont on parle. Les gens qui sont au RSA aujourd'hui, il y a tout un public là qui est très difficilement réinsérable. C'est un travail de très longue haleine, avec des gens qui ont perdu toute forme de confiance, qui ont perdu toute forme de sociabilité, qui ont souvent des compétences très éloignées du monde du travail. Donc vouloir opposer les uns aux autres et laisser penser qu'il y a des gens qui auraient choisi l'assistance pendant que d'autres auraient choisi de travailler, c'est un raccourci qui est un peu rapide. Et si vous me le permettez, les vrais assistés dans ce pays ne sont pas ceux que l'on pense. Il y a bien sûr des gens qui rusent, bien sûr des gens qui pourraient travailler ou qui touchent le RSA et qui cumulent avec le travail au noir. Tout le monde en a vu, connu, etc., croisé. Mais en fait, de quoi parle-t-on? On parle de quelques centaines d'euros de fraude, alors c'est pas bien, mais moi je veux vous parler en fait des 80 milliards d'évasion fiscale chaque année. Là aussi, avec des gens qui font le choix parfois assumé, conscient, délibéré de s'expatrier ou de faire sortir leurs fonds de France par des canaux qui sont ceux de l'optimisation. Songez par exemple à Total, Total est dans ce cas-là, mais Sanofi, qui fait des profits en France, ne paye pas un centime d'euro en France d'impôts. Pendant ce temps-là, la TPE, l'artisan, lui, il paye ses impôts en France. Le taux d'imposition réel, c'est-à-dire celui non pas qui est affiché, mais celui que les gens payent quand quand on a fini des opérations d'optimisation, les niches fiscales, etc. Ben, une PME, TPE, le taux d'imposition réel, il est de 25%. Pour les grands groupes, il est 7 points de moins. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous êtes gros, moins vous payez. Et le taux d'imposition réel sur l'impôt sur le revenu, en réalité, Madame Bettencourt paye en réalité moins d'impôts que vous. Proportionnellement, bien sûr, sur le chèque qu'elle réalise chaque année, il est plus important que le vôtre. Mais proportionnellement à sa fortune, elle paye moins d'impôts que vous. Parce que par les mécanismes, par le truchement de l'optimisation, etc. Et là, on a quand même quelque chose de totalement incohérent. L'impôt sur la société n'est pas progressif. Il frappe au même taux la PME, la TPE et le grand groupe. Alors qu'ils ne disposent pas des mêmes moyens. Bon. Donc, je ne veux pas m'égarer, donc je reviens à ton interpellation initiale. On ne peut pas, enfin, en tout cas, la façon dont moi je perçois le message qui devrait rester celui de la gauche, c'est de ne jamais opposer les uns aux autres, mais de chercher à emmener tout le monde vers le travail, ce qui n'est pas si simple, mais on sait que les gens qui ne travaillent pas, ces études de la DARES, ces études qui travaillent pour le gouvernement, et qui décrit très bien, en fait, les obstacles au travail. Le premier, c'est la mobilité. Donc, évidemment, quand vous habitez à Tismons et qu'on vous dit d'aller travailler dans les Yvelines, et que vous n'avez pas de voiture, ou que le trajet coûte trop cher et vous ampute d'une partie de ce que pourraient être vos revenus, il n'y a plus d'intérêt à travailler. Moi, j'ai vu, pendant la campagne électorale, une femme qui partait du Mai tous les matins et qui allait dans les Yvelines, pour le coup, faire des ménages, avec un salaire qui n'était même pas le SMIC, puisqu'elle n'avait pas un temps plein, enfin c'est le SMIC mais horaire et non pas le SMIC mensuel, et qui travaillait en faisant chaque jour, tenez-vous bien, 7 heures de trajet, aller-retour. 7 heures de transport en commun. C'est une héroïne. Et si elle n'avait pas été travailler chaque matin alors qu'elle avait des enfants à élever, etc., est-ce qu'on aurait pu la qualifier d'assistée? Bon, donc premier point, la mobilité. Deuxième point, c'est la question, tout simplement, de la qualification. C'est pas parce qu'on vous dit tous les jours qu'il y a des tas de professions dans lesquelles on ne trouve personne, et que parallèlement, il y a des gens qui sont au chômage, que ça colle. Et là, il y a un problème d'offre et de demande. C'est pas parce qu'on manque de peintres que tous les pâtissiers peuvent devenir peintres dans la foulée.
Quand on manque de cuisiniers, c'est pas la peine de dire que en fait, tous les soudeurs vont devenir cuisiniers. Moi, je préfère, quand je vais dans un restaurant, je préfère que ce soit un cuisinier qu'un soudeur qui me nourrisse. C'est moins risqué. Et le troisième point, la troisième évocation de la DARES, c'est tout simplement l'attractivité. Vous avez des métiers qui sont aujourd'hui en tension, parce que tout simplement ce sont des métiers qui sont très difficiles et que personne ne veut, et que les gens, à juste raison ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, n'ont pas envie de ne plus avoir de vie de famille, d'être avec des horaires impossibles. Enfin, imaginez que vous soyez dans la restauration, et que dans un bar, et que vous soyez serveur. Serveur à 20 ans, c'est rigolo, parce que en fait, on se fait des copains, on se fait de l'argent, etc. À 50, c'est beaucoup moins drôle quand il faut courir entre les tables jusqu'à 2 h du matin, ensuite faire le ménage, avoir des horaires qui sont des horaires où on vous demande de travailler à midi, puis interruption, puis le soir jusqu'à 2 h du matin, et vous revenez le week-end, et on vous donne votre lundi, votre mardi, où vous ne pouvez plus voir personne, puisqu'en fait le lundi et le mardi, le reste de la société travaille, et vos enfants, ils sont à l'école. Donc il y a des problèmes d'attractivité qui sont liés aussi au salaire, liés au fait qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont objectivement très peu rémunérés, alors qu'ils sont très compliqués, très difficiles. Donc la vraie façon de ramener les gens vers le travail, c'est la formation, c'est travailler sur la mobilité, c'est travailler sur l'attractivité. Ça, c'est une façon effectivement d'arriver à ramener des gens qui sont éloignés de l'emploi. Et puis après, il y a toute la station sociale. Et je ne vais pas là raconter comment on s'y prend pour réinsérer les gens très progressivement, mais mon associatif, heureusement, est là pour aider des populations qui sont parfois désocialisées. La deuxième question, et là je sais bien que je vais marcher sur des œufs parlant à des catholiques, sur la question de l'euthanasie. Pour moi, c'est une question... alors, d'abord, je crois que tout au long de son existence, moi j'ai une mère qui est infirmière et qui était infirmière dans un service long séjour. Long séjour, ça veut dire qu'on y accueille essentiellement des gens qui ont eu un accident de la route ou qui sont très âgés et qui sont en réalité en fin de vie. Des cancers, des maladies incurables et des gens qui viennent passer leurs derniers jours dans ce centre de long séjour. Si je vous dis la vérité, ma mère est contre l'euthanasie. Et ce qu'elle m'a toujours dit, c'est qu'en fait, elle était confrontée souvent à des demandes qui étaient souvent liées au fait que l'isolement en fin de vie est certainement le moteur le plus puissant pour demander en fait d'en finir. Inversement, les gens qui sont très bien accompagnés, et ça existe, et je me rappelle très bien, enfin maintenant ça fait longtemps, hein, j'ai 54 ans, donc ça fait longtemps que je ne vis plus que ma mère, mais elle m'avait raconté cette histoire d'une famille que je connaissais. En fait, c'était des gens qui étaient dans l'immeuble en face du mien, avec un père qui avait un cancer de la face, donc une maladie affreuse, le visage se nécrose progressivement, etc. Et qui, lui, sans conviction religieuse particulière, avait demandé à vivre parce qu'il était accompagné par des enfants, par sa famille, par des gens qu'il aimait, et il voulait rester le plus longtemps possible avec eux, et ses enfants avaient envie aussi qu'ils soient là, malgré la souffrance, malgré etc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la question, effectivement, de l'accompagnement est une question essentielle, et que si on basculait d'un seul coup dans un monde où on se débarrasse un peu rapidement et facilement de ceux qui ont perdu toute utilité sociale. Quand vous êtes vous-même un grand malade, vous coûtez, vous ne rapportez plus rien. Cette logique-là, elle est terrible. Parce que la vérité, c'est que nous ne sommes pas là uniquement pour produire. Nous ne sommes pas là uniquement pour notre utilité sociale ou commerciale ou financière. Nous sommes là tout simplement pour partager notre existence avec celle de nos proches, avec celle de nos moins proches, et nous avons tous, de ce point de vue, une utilité. Et donc la première réponse, c'est effectivement comment est-ce qu'on accompagne. Et la loi Claes-Leonetti y a répondu de manière assez intelligente, avec donc cette volonté de permettre à travers, comment appelle-t-on ça? Je suis fatigué, mais les centres de soins palliatifs,
d'arriver à accompagner, y compris pour traiter la douleur et accompagner les gens jusqu'au bout. Bon, et moi je pense que c'est une bonne loi. Mais, après vous avoir dit tout ce que je vous ai dit là, et qui, d'un certain point de vue, doit vous satisfaire, vous vous dites, bon, ben, finalement, il n'est pas si mauvais ce socialiste. Mais je dois aller un peu plus loin et vous dire que quand on a tout fait, quand on a des gens qui sont bien accompagnés, quand on a des gens qui sont traités, mais qui malgré tout souhaitent en finir et considèrent que c'est leur ultime liberté. Ben moi je considère que dans un pays laïque où il ne peut pas y avoir un surmoi collectif qui serait de nature philosophique ou religieuse, au fond, chacun est libre à ce moment qui est un moment de grande, enfin, qui est un moment de grande vérité, en fait, le rapport qu'on a à soi-même, à sa propre existence. Ben, moi, je considère que je n'ai pas le droit de priver qui que ce soit de ce droit, y compris à choisir sa fin de vie. Alors, je comprends que ça puisse avoir un débat, hein, et je comprends que ce soit un débat très compliqué, mais je vais évoquer la mémoire de Paul Künzler, qui était catholique, socialiste, et qui s'est longtemps battu contre le droit à choisir sa fin de vie. Je n'utilise jamais la question droit le droit à mourir dans la dignité, parce que j'estime que la dignité est une question qui ne relève, enfin, qui n'est pas du tout le sujet là. En l'occurrence, il n'y a pas de mort digne ou indigne. Il n'y a que des gens qui, à un moment, disparaissent dans des conditions qu'ils n'ont pas forcément choisies ou qu'ils ont choisies. Mais il n'y a pas de façon digne de mourir, et je ne sais pas, enfin pour moi, le fait d'être diminué n'est pas indigne. Chacun a le droit de choisir, justement, et donc si ce choix est reconnu, il me semble qu'il va être reconnu dans tous les sens. Le droit à aller jusqu'au bout, ou le droit d'en finir plus tôt pour ceux qui en font la demande explicite dans des conditions qui doivent être précisées par la loi. Donc évidemment, ça ne peut pas être sous le coup d'un coup de cafard un soir, un dimanche, quand les enfants sont partis après vous avoir visité. Ça peut pas être, ça doit être un vœu répété qui doit être encadré par des soignants, encadré par des gens qui ont le recul nécessaire pour justement éviter des mouvements d'humeur qui peuvent conduire à l'irréversible. Mais je crois que ce droit, désormais, doit être reconnu. Et donc je reviens à Paul Künzler, qui donc, je l'ai dit, était catholique, député, puis ministre socialiste, et qui s'est longtemps battu contre l'euthanasie, et qui a eu elle-même recours. Et quand elle est décédée, je ne sais plus en Suisse, je crois, elle a demandé à ce que soit connu le motif de sa mort. Elle se savait donc atteinte d'un mal dont avait déjà souffert sa mère ou son père, je ne sais plus, et qui était un mal irréversible, où elle perdait progressivement ses propres moyens, où elle savait qu'elle perdrait la conscience d'elle-même, et elle a fait le choix, à un moment, de partir prématurément, et donc d'adresser aussi un message aux socialistes qui sont très partagés sur cette question, comme dans toutes les familles politiques, et nous dire qu'après avoir beaucoup réfléchi sur la question et d'avoir elle-même été confrontée à la question, elle nous demandait en fait, de manière testamentaire, d'assumer une loi sur le choix, enfin, sur le droit à choisir sa fin de vie. Voilà. Donc là, je sais que je suis en contradiction avec ce que vous portez, mais au fond, nous sommes... moi, je reconnais le droit de chacun à vivre selon ses propres convictions. Il y a dans notre pays le droit à l'IVG. Les catholiques sont contre l'IVG, et je leur reconnais parfaitement le droit d'être contre l'IVG pour ce qui les concerne, parce qu'on ne peut imposer à personne un mode de vie, un mode de pensée, mais inversement, il faut considérer que ceux qui ne pensent pas comme vous doivent aussi avoir un droit qui est celui de choisir leur existence et même la fin de leur existence. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Où mettre le curseur entre la politique et la morale par rapport à l'euthanasie? Et donc c'est ce que vous essayez, vous avez essayé de répondre à la question.
Ma question, la deuxième, c'est autour de la laïcité. Ne pensez-vous pas que, à force d'avoir peur, entre guillemets, de la morale, on vide le vrai sens de la laïcité? Est-ce que ce n'est pas cela qui fait la confusion, qui fait que les gens ne savent plus qu'est-ce que la laïcité? Parce qu'on n'ose même plus parler de morale. Quand on parle de morale, on voit l'affaire de l'Église. C'est une erreur, je pense, à mon avis. C'est difficile de dire ce qu'est la morale, parce qu'il y a des morales différentes. Il y a des morales qui relèvent de livres, je pense aux livres sacrés, et puis il y a des morales qui dépendent de choix philosophiques. En fait, c'est là où l'intersection entre la politique et la morale existe encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition systématique entre les deux. Et donc la morale transpire à travers les textes que nous portons sans jamais la définir complètement, en fait. Et c'est là qu'on retrouve, en fait, le lien entre morale et politique, et non pas opposition entre morale et politique. Mais au fur et à mesure, on définit ce que sont, en fait, les morales auxquelles on se réfère. Après, sur la laïcité n'interdit rien du tout. La laïcité, c'est un principe qui permet de vivre ensemble alors qu'on ne partage pas les mêmes convictions. Et on a aujourd'hui des gens très différents et qui ont apporté chacun leur propre richesse et avec laquelle nous avons progressé. Donc la laïcité, c'est ce principe qui permet simplement à des gens différents de vivre ensemble et qui est pour moi un principe capital. Je rajouterais volontiers dans la devise républicaine liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et je dis même, en réalité, la laïcité pour moi résume les trois premières. C'est la liberté, celle de croire ou de ne pas croire. C'est l'égalité entre celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas. Et puis, c'est la fraternité entre justement des gens qui pensent des choses différentes, mais qui se pensent d'abord, au moins, frères et sœurs en humanité, si ce n'est en religion ou en passion commune, ou je ne sais quoi. Mais enfin, il y a quand même... Voilà, et donc ce principe, il est là pour nous rappeler en permanence comment nous pouvons vivre ensemble. Il n'est pas un principe qui est adressé contre telle ou telle religion, ou philosophie, ou pensée. Il permet de les faire coexister. Et donc la laïcité permet aujourd'hui à des catholiques, alors j'ai bien compris que tout le monde n'était pas catholique, mais enfin, pour ceux qui le sont, de vivre et d'être respectés dans leur foi, dans leurs engagements, d'avoir le droit à des édifices dans lesquels ils peuvent célébrer leur culte, sans que personne ne puisse trouver à y redire. Et donc la laïcité est un cadre protecteur pour ceux qui croient. Mais inversement, cette protection, elle doit aussi se comprendre comme la volonté de ne jamais empiéter sur ce que doit être le droit. Et le droit, c'est ce que les hommes, à un moment, se choisissent comme règle, et non pas une règle qui serait, en fait, une règle qui nous serait transmise, et qui serait d'ordre divin. C'est la loi des hommes qui s'applique dans un pays démocratique, même si chacun peut se référer à ses propres croyances pour définir sa propre ligne de conduite. Et c'est parfaitement acceptable, et c'est même parfaitement souhaitable. On a tous une morale, on a tous des choses qu'on considère comme étant relevant du bien et du mal. On a tous nos propres curseurs, mais il y a des curseurs collectifs, c'est la loi des hommes, et puis il y a des curseurs individuels qui sont... C'est pour ça qu'on renvoie la pensée religieuse à la sphère privée, parce qu'elle ne peut pas, on ne peut pas, au nom d'un livre, lequel prendrait-on, définir en fait la règle commune. C'est en tout cas la vision que je défends, et qui est une vision effectivement laïque, au sens où elle permet en fait de ne pas dépendre d'un surmoi qui serait un surmoi d'essence religieuse, même si je reconnais volontiers que l'inspiration du législateur, dans sa diversité, elle peut être catholique, elle peut être protestante, elle peut être juive, elle peut être athée, elle peut être... on est tous inspirés par... tous les élus pour lesquels vous votez à chaque élection, ils ont une histoire, ils ont un passé, ils ont une morale qui leur est propre, vous vous reconnaissez dans ce qu'ils disent, et dans ces cas-là, vous votez pour eux,
Et ensuite, ils sont l'expression de votre volonté. Alors c'est très imparfait, mais enfin c'est comme ça que ça fonctionne, et que ça fonctionne plutôt mieux que quand on a en fait quelqu'un qui dit j'ai la règle est dans la boîte là, et maintenant tout le monde doit la suivre, et puis personne ne discute. Moi je préfère le système que nous connaissons et que celui de la République démocratique. Voilà. Pour rester dans le thème de la démocratie, j'avais une question, c'est le vote obligatoire. Parce qu'en fait, la très grande abstention dans notre démocratie, en fait, le danger, c'est que ça pourrait tuer notre démocratie. Dans certains pays, c'est obligatoire. Sur le vote obligatoire, il n'y a pas de position arrêtée par le PS, mais je vais donner ma position à moi. C'est une question assez compliquée, parce que, y compris l'abstention, est aussi un message. Quand vous vous retrouvez dans rien, ce n'est pas, enfin, si on vous oblige à bien voter, alors vous pouvez dire que vous venez voter blanc. Dans ce cas-là, il faut aussi reconnaître le vote blanc et reconnaître sa valeur. Imaginez une élection présidentielle où finalement on n'a pas envie ni d'Emmanuel Macron, ni de Marine Le Pen, ni de Jean-Luc Mélenchon, ni d'Éric Zemmour, ni d'Anne Hidalgo, ni de Fabien Roussel, etc. Et qu'on dit on n'est pas content. Une élection présidentielle, pour la rejouer, c'est compliqué. Ne serait-ce que parce que ça coûte très cher et que ça dure un an et qu'il faut bien gouverner ce pays. Donc c'est la sanction qui est difficile à trouver, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit obligatoire, mais que derrière, ça soit une forme de logique. Après, sur la question de l'amende, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'inéquité quand il y a ceux qui prétendent la franchir très facilement, et puis ceux qui seraient amenés à la payer plus difficilement. Et puis un autre point, c'est que quand les gens sont obligés de venir voter, il y a peut-être des gens qui font le choix de s'abstenir, puis il y a des gens qui s'abstiennent parce qu'ils ne savent pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des gens qui ne savent pas et qui viennent voter parce qu'ils sont obligés? Quel est le vote de ces gens, en fait? Quel est le résultat? Donc, c'est un sujet assez complexe, en réalité. Donc, ça pose beaucoup de questions. Et donc, à ce stade, je préférais déjà qu'on commence par reconnaître le vote blanc et qu'on commence déjà à réfléchir et à voir après ce qui peut se passer avant d'aller plus loin. C'est pas notre tradition, et donc voilà. Et la raison pour laquelle je suis content d'être là ce soir, c'est parce que moi je suis à la recherche de tous ces endroits où on crée justement du commun. Ces lieux disparaissent progressivement. Du bar jusqu'à l'usine, en passant par la mine, etc. Qu'est-ce qui se passe comment j'interprète la montée de l'extrême droite dans des régions comme, par exemple, le Pas-de-Calais ou l'Est de la France, etc. Pour moi, il y a un mécanisme qui est assez simple, c'est qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, en fait, tout le monde descendait dans la mine, et à la fin, l'italien, le polonais, le portugais ou le français de souche, comme dirait l'extrême droite, ils étaient au fond de la mine, ils partageaient les mêmes souffrances, le même amour de leur métier aussi, et ils avaient un cadre collectif qui était celui du travail. C'est dans ce cadre collectif qu'ils revendiquaient, qu'ils posaient en fait leurs exigences par rapport à leurs patrons, les salaires, les conditions de travail, les journées de congé, etc. Et donc il y avait le sentiment qu'on appartenait à un collectif et que ce collectif avait une puissance, avait une force, avait une capacité à changer le monde. Quand disparaissent les collectifs, que les gens sont renvoyés finalement à leurs cellules de base, à la famille, quand les usines ont disparu, d'une façon heureusement, mais on les a exportés ailleurs en réalité, on les a délocalisés, que les mines ont disparu, là aussi on a délocalisé beaucoup, en fait il y a toujours des mines, mais elles ne sont plus en France, en fait pour avoir un téléphone portable, il faut un certain nombre de minerais, de terres rares, etc., qui sont exploités dans des pays, notamment en Afrique, où on fait travailler des enfants qui descendent jusqu'au bout de la mine, et nous on ferme les yeux parce que on se dit, quand même le téléphone c'est utile. Voilà, mais donc ces collectifs humains disparaissent, maintenant on parle du télétravail. Alors c'est évidemment, moi qui habite dans une circonscription qui est une circonscription dite périurbaine, les gens ils sont contents de travailler plus souvent à la maison que de faire tous les jours Paris, Sénart. Mais en même temps, sans s'en rendre compte, on se prive d'un cadre collectif, on finit par être donc préoccupé uniquement par soi et par les siens. Surtout, disparaît l'idée qu'on est puissant ensemble. Et donc, si on n'est plus puissant ensemble,
si tout ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire cette question des inégalités, finalement, on ne peut même pas la combattre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à l'échelle individuelle? Qu'est-ce que je peux faire alors que je suis chez moi en train de travailler sur mon ordinateur? Comment voulez-vous que je combatte des gens qui sont si puissants, qui ont tant d'argent, qui ont tant accumulé, qui ont en fait pignon sur médias, qui peuvent à tout moment, en plus, me priver de mon propre boulot? Ben, je ne peux rien faire. Et donc, il se passe à ce moment-là une forme de repli. Et ce repli, il a les effets suivants. C'est que, je vais procéder par anecdote là aussi, pour me faire comprendre. J'ai ma circonscription, une commune, où on vote toujours majoritairement à l'extrême droite, à chaque élection, etc. Et donc les gens ne s'en cachent plus. Et comme je suis malgré tout leur député et que je les vois souvent, ils viennent me voir et me disent très librement qu'ils votent Front National, en sachant ce que je suis. Et je résume toutes ces conversations que j'ai eues avec eux pendant des années de la façon suivante. Ils me disent quoi? Ils me disent, mais écoutez, monsieur le député, le matin, je me lève, il est 6h. À 6h30, j'ai jeté les enfants après le petit déjeuner, chez le nounou, chez la grand-mère, éventuellement à la crèche, elle ouvre très tôt, mais c'est rare. Donc je ne peux même pas emmener mes enfants à l'école parce qu'en réalité, moi je dois être à 8h30 ou à 9h, je dois être au boulot à Paris. Donc j'ai jeté mes enfants quelque part, et puis après avec ma voiture, je vais à la première station de RER. Première station, parking il est plein. Et ce que je vous raconte là est une réalité. À 7h du matin, le parking, tous les parkings sont pleins, parce que tout le monde arrive. Donc je vais au deuxième parking, la station plus d'après. Il est plein aussi. Je vais à la troisième station. Il est toujours plein. Et là, je me dis, j'ai vraiment plus le temps, il faut que je monte dans le RER. Donc je me garde n'importe comment, je monte sur le quai. Figurez-vous que mon train il a été annulé. Et bien j'arrive en retard au boulot, je me fais engueuler. Je passe ma journée de travail et rebelote dans l'autre sens. Et là, je regarde ma montre toutes les 5 minutes en me disant, est-ce que je serai à l'heure pour récupérer les enfants à la crèche, à l'école, chez la nounou, chez la grand-mère, etc. J'arrive sur mon parking, enfin non, puisque j'ai pas trouvé de place au parking. Donc j'ai un PV sur mon pare-brise parce que j'étais mal garé. Et là, la course commence, je vais chercher mes enfants. Une fois que je les ai récupérés, je les jette dans le bain, je les fais manger, et puis je raconte l'histoire. Et là, je suis tellement crevé que je m'allonge devant ma télévision sur le canapé, et je m'endors, et le lendemain, je recommence. Et voyez-vous, monsieur le député, cette vie-là, je la mène tous les jours de ma vie, je travaille, et qu'est-ce que j'ai en retour? Vous avez vu le village? Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de médecin, l'école avec l'école primaire, l'hôpital, à l'époque, il n'y en avait plus, enfin, il était loin et pas bien. Je paye tous les mois, si je suis mensualisé, tous les ans, si je ne le suis pas. Et c'est quoi le retour pour moi, en fait? Qu'est-ce que vous faites pour moi? Qu'est-ce que la collectivité fait pour moi? Alors, ils ne se rendent pas compte, parce qu'en réalité, la collectivité fait même pour les villages, et même pour... Enfin, à partir du moment où on est simplement assuré social, on a la Sécu, on a... Bon, je sais que ça n'est pas le cas, mais donc voilà ce qu'ils me disent. Ils me disent, mais moi, je travaille et j'ai pas de retour. Et la phrase suivante, c'est, en fait, je travaille pour les autres. Je travaille pour celui ou celle qui, le matin, ne se lève pas, qui vit de l'assistance, comme ils disent. Et celui qui vit de l'assistance, je vous le mets dans le mille, on s'imagine qu'il est forcément noir, arabe, et en général, il est musulman. Voilà. Donc, vous comprenez, monsieur le député, que... Du Carmont. Ou du Carmont. Mais on peut être noir, ou arabe, ou musulman, et du Carmont aussi. Ça peut être cumulatif, malheureusement. Et donc, mais là, la réaction, pourquoi les gens basculent dans l'extrême droite? C'est parce qu'ils disent, en fait, moi, je ne peux rien obtenir, je n'obtiendrai plus rien. Je reviens à ce que je disais juste avant, plus de cadre collectif, plus de capacité, en fait, à revendiquer ensemble et à obtenir des choses ensemble. Donc, puisque je n'obtiendrai plus rien, je fais l'impasse, je me dis, c'est fini, voilà, il n'y a plus rien à obtenir de quiconque. Donc, je demande une seule chose, c'est qu'on m'impose le moins possible sur le plan fiscal. Ça tombe bien, c'est plutôt ce que dit l'extrême droite, donc moins d'impôts, puisque j'obtiens rien. Et en même temps, je veux quoi? Je veux qu'on m'assure la sécurité pour mon bien. Donc je veux mon pavillon, je veux qu'il y ait de sa valeur.
Donc quand les immigrés viennent, ben, en fait, je prends un risque, c'est que en fait, bon, ben, à l'école, il y a plus d'immigrés, donc en fait, on se dit que c'est pas un quartier qu'il faut habiter, donc ma maison va perdre de la valeur, donc je veux qu'on m'assure, en fait, ma tranquillité, donc je demande de la sécurité, et je demande moins d'immigrés. Voilà, en fait, le raisonnement par lequel ils arrivent à l'extrême droite. C'est pas forcément des mauvais bougres, mais c'est des gens qui, de fil en aiguille, en sont arrivés à se dire que, voilà, la seule chose qu'on pouvait demander aujourd'hui, c'était finalement la tranquillité égale moins d'impôts et moins d'étrangers. Alors, ça peut paraître bizarre d'avoir commencé sur la question du vote obligatoire, mais c'est parce que, tout simplement, le lien que je fais avec ça, c'est de dire qu'à chaque fois que les cadres collectifs disparaissent, eh bien, il se passe quelque chose dans la tête des gens. C'est-à-dire que le repli sur soi amène à d'autres formes d'expression. Quand vous vivez tout seul, tout le temps, que vous n'avez plus comme seule préoccupation que vous-même et les vôtres, que vous n'avez plus de lieu où vous pouvez revendiquer avec les autres, que vous ne pouvez plus, vous avez le sentiment de votre propre impuissance, vous finissez par demander en fait à ce qu'on simplement ne plus être gêné par rien. Et donc ça se traduit à la fin par les votes extrémistes que je viens d'évoquer. Alors c'est l'une des raisons, c'est pas la seule, mais enfin pour moi c'est une raison puissante. Et quand on avait des cadres collectifs, c'était aussi plus facile parce que les gens apprenaient à se connaître, à travailler ensemble, à revendiquer ensemble, à se battre ensemble pour gagner de nouveaux droits. Et c'était aussi la fraternisation dans les luttes, comme on disait autrefois. Donc voilà ce monde qui apparaît sous nos yeux, qui est un monde plus numérique et où les distances, où les liens se créent de manière très artificielle. En fait, c'est pas la même chose de se parler ce soir face à face ou d'être dans une visio avec des gens qu'on n'approchera jamais, qu'on ne ressent pas. On n'a pas d'ambiance. Quand vous êtes dans une visio, il n'y a pas l'ambiance d'une salle. Quand vous êtes dans une salle face à des gens, vous sentez l'approbation, la désapprobation, vous voyez les moments où les gens font comme ça, etc. Forcément, voilà, donc il faut retrouver des cadres collectifs, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici ce soir, parce que vous êtes un collectif humain qui cherche à réfléchir, qui cherche à comprendre le monde dans lequel il vit, à agir sur lui, et c'est absolument nécessaire.